Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est un exercice un peu classique, qui a un thème qui va être assez récurrent en changement de référentiel. Donc ce qu'on va étudier, ça va être, il va y avoir un axe qu'on peut appeler UZ. Et en fait, autour de cet axe, on va avoir un cerceau qui est attaché par son arête ici et qui va tourner à la vitesse oméga constante autour de cet axe. Ok. Donc là, on va noter le centre O du cerceau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir un petit anneau qu'on va appeler point M, de masse M. Donc le cerceau est de masse négligeable aussi. Qui peut tourner autour de ce cerceau sans frottement. Donc on néglige les frottements ici. On va repérer la situation par... Je vais prendre un plus petit angle. Ça, on verra pourquoi ce sera important par la suite. Pour tout ce qui est projection, ça va être plus pratique, plus facile. Repéré par un angle θ ici. Et donc le rayon du cerceau, c'est A. On va l'appeler A. Ok. Pourquoi c'est un exo un peu classique et en partie qui est dans les référentiels non galiléens? En fait, c'est parce que là, on va nous demander d'étudier l'équation du mouvement de ce point-là. Et il est repéré par un unique angle θ. Donc quand on a un unique paramètre qui peut repérer la situation, parce qu'il nous suffit de savoir l'angle θ pour savoir où est le point, parce que vu que A est fixé, on a A fixé, et bon, par contre, on ne sait pas à quel point ça tourne sur le cerceau, ça, on va regarder après. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas pouvoir résoudre le problème si on se place dans le référentiel terrestre galiléen, parce que le cerceau tourne autour de l'axe, et en fait, si on voulait orienter en coordonnées polaires, ça ne marcherait pas, parce qu'à chaque fois, on se décale du plan, donc il faudrait changer de plan, ça ne va pas marcher du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un changement de référentiel en regardant le référentiel du cerceau qui tourne avec l'axe. Donc toujours quand vous aurez des vitesses tournantes comme ça, le changement de référentiel, ce sera le plus facile, le plus pratique à traiter pour tous les exercices. Donc, on va voir ça, donc toujours dans un exercice de mécanique, on précise le référentiel. Donc là, c'est le référentiel tournant avec le cerceau. Avec le cerceau, donc qui est non galiléen, ça on peut le marquer en plus, non galiléen. Donc tout ça pour montrer, pour insister sur le fait qu'on va devoir ajouter la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Ensuite, toujours on précise le système, donc système, c'est le point M de masse M. Ok, ça va être ce point-là. Et maintenant, on va faire le bilan des forces. Donc en fait, tout simplement, dès que vous avez un exercice de référentiel non galiléen, ça fait un peu peur parce que souvent, vous avez vu dans le cours toutes les formules de l'accélération avec l'accélération d'entraînement, etc. Mais en fait, les cas qu'on va traiter en exercice, ils vont toujours être très simples et c'est les seuls qui sont au programme. Donc on va avoir les cas des référentiels tournants et des cas des référentiels en translation et tournant à une vitesse constante. Okay, donc c'est là où vous allez devoir juste apprendre deux forces, on va voir ça. Et après, on apprend ces deux forces et on traite comme un exercice de mécanique classique, ça changerait en fait à la fin. Du coup, on va faire le bilan des forces qui s'exercent sur le système, donc je l'abrège comme ça, mais si vous l'écrivez dans une copie, évitez ces abréviations. Donc, sur ce point M là, on va avoir le poids qui va s'exercer, donc mg. On va avoir G comme ça, hop. J'ai oublié la flèche sur UZ aussi. On va avoir mg le poids. Ensuite, la réaction du support. Donc la réaction du support, toujours une réaction de support, c'est normal à la surface. Donc là, vu qu'on est dans un cercle, elle sera toujours normale à la surface, donc toujours orientée suivant, si on représente la barre, on va orienter l'angle Uθ comme ça. On va avoir UR, Uθ, des coordonnées polaires. Donc toujours, en fait, ça sera suivant UR, la réaction du support. Réaction du support. Ensuite, on néglige les forces de frottement. Donc ça, vous pouvez le préciser ici. C'est pas forcément la peine si c'est précisé dans l'énoncé. Là, j'ai pas noté. Comme ça, on va pas s'embarrasser de ça.
il va rester la force d'inertie d'entraînement et aussi la force d'inertie de Coriolis qui vont être dues au changement de référentiel. Il va bien falloir les prendre en compte. Donc maintenant, justement, quand on est dans le cas d'un problème où tout ce qu'on veut, ça dépend d'un seul paramètre. Donc pour trouver l'équation du mouvement, on va avoir une équation différentielle avec le seul paramètre θ qui va être pris en compte vu que A, enfin on va avoir A dans l'équation, mais A ne change pas, donc il nous suffit d'une équation pour trouver le mouvement. Donc là, quand on a besoin que d'une équation pour trouver le mouvement, donc on a un seul paramètre, soit θ, soit R, en général, ça sera la plupart des exos sont avec θ, il faut penser à faire un théorème énergétique. Le principe fondamental de la dynamique, il va marcher là, on va voir en deuxième partie, on va essayer de faire comme ça aussi en deuxième partie. On va essayer de voir ça en deuxième partie, mais en fait c'est plus long parce qu'il faut projeter après sur l'axe qu'on veut. Après ça revient exactement au même parce que passer par un théorème énergétique, ça revient à faire la projection initialement. Donc, mais ça revient en fait à, on n'a pas besoin de, quand on fait le théorème énergétique, on n'a pas besoin justement de savoir quelle projection faire, ça la fait un peu automatiquement entre guillemets, donc c'est plus facile. Et aussi c'est justement les seuls exos où on va utiliser la projection énergétique, donc si vous l'utilisez, c'est bien vu par les correcteurs. Donc, l'idée c'est, il y a plusieurs lois, soit on peut prendre théorème de l'énergie cinétique, donc delta EC est égal à moins donc soit vous utilisez le théorème de la puissance cinétique, la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique est égale à la somme des puissances des forces. Donc sur les forces F. Ou soit vous intégrez cette relation, donc c'est la deuxième théorème, c'est en fait juste l'intégration de cette relation qui revient à poser delta EC est égal à la somme des travaux des forces. Donc les deux vont revenir au même. En fait, si vous prenez celle-là, à la fin vous allez dériver parce que vous avez une constante vu que c'est un delta EC, vous allez dériver pour vous ramener à celle-là. Donc les deux vont revenir au même. Ok. Donc personnellement, je préfère passer par celle-là, mais celle-là peut être plus simple parce que là on va avoir les énergies potentielles. Donc il suffit de retenir la formule des énergies potentielles et les projeter. Mais moi je vais partir sur celle-là. Après, vous faites comme vous voulez. Essayez les deux méthodes. Vous allez voir que ça fonctionne pour les deux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est exprimer EC dans les coordonnées polaires et après calculer la puissance des forces. Okay. Donc pour ça, pour EC dans les coordonnées polaires, on sait que EC est égal à 1/2 de mv carré. Donc on a besoin de la vitesse. Vu qu'on veut exprimer tout en fonction de A et θ, on va exprimer la vitesse en coordonnées polaires. Donc pour ça, moi je vous conseille de jamais retenir, parce qu'on vous fait parfois apprendre l'accélération en coordonnées polaires par cœur. Pour moi ça sert à rien, parce que dans tous les problèmes, on aura des problèmes simplifiés, on pourra retrouver la formule très rapidement. Parce que là on a A qui est constante, donc on sait que OM est égal à AUR. OM est égal à AUR. Quand on dérive, on va pouvoir trouver la vitesse. Donc la vitesse, ça va être la dérivée de ça. C'est la dérivée d'un produit. La dérivée de A, c'est une constante. La dérivée de UR, c'est le truc que vous devez connaître. Je vais le mettre là. Dérivée de UR par rapport au temps, c'est égal à Uθ. Θ point Uθ, pardon. Θ point Uθ pour avoir bien l'homogénéité du temps vecteur. Et dUθ sur dt, ça va être moins θ point UR. Donc si on dérive cette vitesse, on va voir ça que c'est une constante, et on va dériver ça, ça va faire A θ point Uθ. Et maintenant, on a la vitesse, donc pareil, on va pouvoir l'utiliser pour trouver les puissances des forces, et dans l'énergie cinétique, on va pouvoir dériver ça en prenant la norme de la vitesse au carré. Maintenant, on va garder
tout ce qui est puissance du poids, puissance de toutes les forces qu'on a là. Donc petit 1, puissance de mg. Donc c'est que la puissance de mg, c'est égal à mg vectoriel v. Donc g, il est comme ça, il va falloir le projeter, parce que là, du coup, on va faire le produit scalaire de uθ avec g. Donc on veut la coordonnée, enfin on veut ce que vaut g suivant θ. Donc pour ça, je vais un peu grossir ce schéma-là. Je vais faire de la place. Donc θ, il est là. Donc, pour trouver les projections des vecteurs, on recopie G, ici. Donc là, si vous avez fait des petits angles, on peut voir directement que l'angle θ est là. Sinon, il suffit de se dire, là c'est une droite, ici on a une droite, et on a deux droites parallèles, G et θ, parce que ça c'est la normale, enfin c'est suivant UZ. Donc deux droites parallèles qui coupent une droite, forcément il y a des angles ici qui vont être les mêmes. Donc ici on a θ. Du coup, nous ce qu'on veut, c'est la projection de G sur Uθ. On voit qu'en fait ici on va avoir un triangle rectangle et sa projection suivant Uθ, ça va être, donc là il y a Uθ, donc on projette ce vecteur suivant Uθ, on va être par là, donc on va être en négatif déjà, on va avoir un moins ici, moins, et donc mg qui reste, à θ point aussi pour la vitesse, et ensuite il reste le côté projection qui va être en fait, donc là on est à l'angle opposé, ici ça va être cette longueur là, donc un sinus θ. θ point, pardon, sinus θ. Ça, c'est notre première projection. Maintenant, on va regarder notre deuxième. La réaction du support, elle est toujours suivant UR, donc elle ne travaille pas. Donc c'est pour ça que l'approche énergétique est intéressante, parce que directement, on a des forces qui ne travaillent pas. On va savoir directement qu'on peut ne pas les prendre en compte. Et c'est tout le temps la réaction du support, en fait, en général, elle ne va pas travailler dans l'approche énergétique. C'est ça qui est très pratique avec l'approche énergétique. Ensuite, la force d'inertie d'entraînement. Donc ça, c'est un peu plus dur. Ça va être la force d'inertie d'entraînement dans le cas d'un référentiel tournant. Vous pouvez la retrouver avec la formule, mais il faut mieux la connaître par cœur. Ça va être, c'est toujours vers l'extérieur, comme ça vous pouvez connaître le signe. Parce que quand on est dans un tourniquet, ça tourne, on est projeté vers l'extérieur. Donc toujours vers l'extérieur, c'est pareil pour la force d'inertie de Coriolis, ça sera toujours vers l'extérieur. Comme ça, quand vous faites les calculs et que vous n'avez pas le bon signe, vous pouvez vous corriger rapidement. Et on va voir le projeté H ici. Et en fait, la norme de la force, ça va être M oméga carré fois HM. Donc cette longueur-là, avec cette direction-là. Voilà. Donc maintenant, il va falloir réussir à projeter ça suivant θ et avoir la longueur HM. Donc on va déjà voir quelle direction, enfin quelle projection on va avoir pour HM scalaire Uθ. On va regarder ça tout d'abord. Donc là j'ai écrit, on a HM qui est là. Donc HM c'est le projeté de M sur l'axe UZ. Ok. Et donc il arrive comme ça. Là on reconnaît l'angle θ ici. En fait vu qu'on a dessiné des petits angles, on reconnaît directement l'angle θ ici. Si on voulait le faire mathématiquement, là on sait qu'on a pi sur 2 et ensuite on a ici un angle droit et là on va avoir pi sur 2 moins θ vu que on est dans ce triangle rectangle ici. Qu'en fait on a pi sur 2 moins θ plus pi sur 2 plus θ, enfin plus cet angle là alpha si on ne connaît pas encore, on le nommerait alpha qui doit être égal à pi parce que on est sur la moitié totale du cercle trigonométrique. Donc on a cette moitié totale. Finalement, ça nous donne que l'angle ici vaut bien θ. Voilà. Donc de toute façon, à la fin, avec l'habitude, vous le mettrez directement. Mais si vous avez des doutes au départ, c'est bien de faire des petits calculs, être sûr de soi avec les pi sur 2, θ, etc. C'est pas du temps perdu, surtout si tout est faux après, quoi. Okay. Donc on sait que on va avoir HM Uθ comme ça. Donc on a hypoténuse et adjacent si on faisait un triangle rectangle ici. Donc ça va être la projection des deux, ça va être un cos θ et les deux sont dans le même sens, donc avec un plus, donc ça va être égal à M oméga carré HM à θ point cosinus θ.
avec un plus, donc pas de signe moins ici. Maintenant, il faut qu'on exprime HM en fonction des données du problème. Donc HM, si on regarde ici, HM, le point M est là. Donc en fait, on a cette distance-là qui veut directement A, parce qu'on a un cercle. Donc on va avoir A et plus cette petite distance-là, qui en fait dans ce triangle rectangle, ça va être le sinus θ, parce que c'est l'angle opposé. Donc ça va être A sinus θ. Donc A qui est l'hypoténuse, et sinus θ parce qu'on a la projection. Donc finalement, on a HM qui vaut A plus A sinus θ. Donc on va pouvoir factoriser A, et ça fois A θ point cosinus θ. Donc maintenant on a fait la puissance de la force d'inertie d'entraînement, il reste la puissance de la force d'inertie de Coriolis, mais ça, on va voir que la force d'inertie de Coriolis, elle ne travaillera jamais, donc ça va être toujours très simple à gérer ce genre de cas. Donc la force d'inertie de Coriolis, c'est celle que vous devez connaître par cœur, la formule, moins 2 m oméga de la rotation vectorielle, la vitesse dans le référentiel non galiléen, R non galiléen. Ici, la vitesse dans le référentiel non galiléen, c'est directement la vitesse en coordonnées polaires, parce que notre référentiel, il est tournant, donc ça va être A θ point et θ. Et un produit vectoriel reste toujours perpendiculaire à ces deux vecteurs-là. Donc en fait, on va avoir quelque chose qui est perpendiculaire à θ. Donc vu qu'on va faire scalaire la vitesse après, on va avoir 0. Donc c'est ce qu'on appelle le produit mixte. On pourra voir une vidéo là-dessus. Donc toujours en fait la force d'inertie de Coriolis, elle ne travaille pas. Scalaire V, c'est égal à 0 tout le temps. Donc ne travaille pas aussi. Donc c'est assez pratique quand on a la force d'inertie de Coriolis, on sait directement qu'elle ne travaille pas. C'est pour ça que l'approche énergétique, dans ce cas-là, fait du sens. Donc on avait du coup, maintenant, on va finir ce qu'on veut, d2c sur dt, qui est égal à la somme des puissances des forces. Donc je vais effacer un peu tout ça et réécrire tout. Donc EC c'est 1/2 de mv carré, et V c'est A θ point, ici. Donc ça nous donne A θ point, le tout au carré, et ça, on prend la dérivée. Et donc de l'autre côté, on a la puissance du poids et la puissance de la force d'inertie d'entraînement, m oméga carré. On peut mettre A au carré aussi. A au carré, 1 plus sinus θ, θ point cosinus θ. Donc on va calculer cette dérivée de ce côté-là. On va pouvoir sortir m a au carré et le 1/2, mais le 1/2 va se simplifier après. 1/2 de m a carré. Ensuite on dérive θ point au carré, donc c'est la dérivée d'une fonction qui dépend de θ. Donc on dérive d'abord, donc c'est la dérivée d'une composée en fait. On dérive d'abord l'intérieur, donc θ point, la dérivée de θ point ça va faire θ point point. Et après on dérive l'extérieur, donc de θ point au carré. On dérive par rapport à θ point ici. Donc il y a l'exposant qui passe devant et qui baisse de 1, donc on va avoir un 2 qui va se compenser avec celui-là, et on va avoir θ point. Et ça va être égal à mg à θ point sinus θ plus m oméga carré a carré 1 plus sinus θ, θ point cosinus θ. Donc là on va pouvoir faire des simplifications. Il y a la masse qui se simplifie ici, hop, hop, dans tous. On a θ point qui se simplifie aussi, θ point, on va avoir, là on a A, là on a A carré, là on a A carré, donc on va pouvoir simplifier des A, donc hop, ça nous donne A, ça nous donne rien, ça nous donne A, et on obtient finalement A θ point point égale G sinus θ plus oméga carré A 1 plus sinus θ cosinus θ. Donc ça, c'est l'équation du mouvement. On n'a qu'un seul paramètre, encore une fois, donc il nous suffit d'une seule équation différentielle pour décrire le mouvement. Et on a notre équation différentielle, c'est parfait, on a notre mouvement. Ok. Là, on va chercher les positions d'équilibre. Et déjà, on peut vérifier l'homogénéité. On a une longueur temps moins 2, accélération, une accélération, homogène, homogène. Ça doit être homogène du coup avec une accélération aussi. On a oméga, c'est en seconde moins 1, donc au carré, ça va faire temps moins 2 fois une longueur
longueur temps moins 2, ou bien une accélération, et tout ce qui est cosinus, sinus, c'est sans dimension. Donc c'est bon, on a bien tout ce qu'on veut, aussi les angles sont sans dimension, c'est pour ça qu'on avait bien ce qu'on voulait. Donc maintenant, on va chercher les positions d'équilibre, à essayer d'exprimer les positions d'équilibre. Donc il y a plusieurs manières de voir les positions d'équilibre en fait. Tout simplement, ça va être, donc il y a plusieurs manières de voir. Souvent, vous pensez à la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à θ. Souvent, on pense à ça, c'est juste parce que c'est dans ce chapitre-là qu'on introduit ça, et c'est l'unique endroit où on va utiliser ces outils-là. Mais ici, il y a plus simple à faire. En fait, quand on est à l'équilibre, c'est l'accélération qui vaut 0, donc en particulier l'accélération angulaire qui vaut 0, et ça nous suffit parce qu'on a une seule équation, pareil, une seule équation, donc on va utiliser cette unique équation pour avoir ce qu'on veut. Donc pour trouver les positions d'équilibre, l'équation finale, ça va être A, donc tout ça, ça va valoir 0 ici, et on va avoir 0 qui va être égal à G sinus θ plus oméga carré A 1 plus sinus θ cosinus θ. Donc là, on est bien embêté parce que ça, on va pas trop réussir à le résoudre, ça va pas être, c'est très dur, enfin il y a des sinus, des cosinus, on va pas y arriver. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est estimer au moins le nombre de positions d'équilibre ou faire une résolution graphique. Donc pour une résolution graphique, en général, enfin, si vous avez jamais vu ça, vous ne vous en sortirez pas tout seul. D'ailleurs, il y a un moins, j'ai oublié le moins ici. Tout à l'heure, il y a un moins ici, parce que quand on projette sur le poids sur θ, on est bien suivant moins uθ. Ça, on peut passer de l'autre côté, et on va essayer de faire apparaître en fait deux fonctions de θ. On va essayer de les tracer, ces deux fonctions de θ, et leur égalité va nous donner les points d'équilibre. Du coup, ce qu'on va faire apparaître, c'est là, on se dit, bon, si on a sinus θ et cosinus θ, cette fonction-là, on ne sait pas trop faire, mais si on divise par cosinus θ, on va pouvoir faire apparaître la tangente, ça va être intéressant, et 1 plus sinus θ, c'est facile à tracer, donc on va s'en sortir. Du coup, on fait passer ça de l'autre côté, on va avoir sinus θ, G sinus θ, on divise par cosinus θ aussi, de chaque côté, oméga carré A, 1 plus sinus θ. Maintenant, on peut diviser par G aussi. Comme ça, on va mettre toutes les constantes du même côté. Oméga carré A sur G. On a bien quelque chose qui est sans dimension ici. Une accélération sur une accélération. C'est pratique. 1 plus sinus θ. Maintenant, il faut qu'on trace ça. Je vais la recopier en haut. Donc, ce que nous dit cette équation ici, elle nous dit que les positions d'équilibre vérifient cette équation-là. Donc, que la tangente de θ doit être égale à oméga carré A sur G fois 1 plus sinus θ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vérifier cette équation-là? Ça veut dire que si on trace la fonction tangente θ et cette fonction-là, c'est les points d'intersection qui vont être les endroits où ces deux fonctions sont égales. Donc on va faire ça. Donc déjà, on peut se dire oméga carré A sur G, c'est toujours positif parce que la vitesse angulaire est positive, A c'est une longueur, c'est positif, G c'est toujours positif. Donc on va avoir un sinus qui va être un plus sinus qui va être supérieur. Donc on va commencer par tracer la tangente parce que ça, vous devez la connaître normalement par cœur. Hop. Donc tangente, si vous vous en rappelez pas, on peut le retrouver rapidement. Tangente, c'est sinus θ sur cosinus θ. Donc en 0, elle vaut 0. Donc on a déjà le premier point de la tangente. En 0, elle vaut 0. Ensuite, le point un peu remarquable, ça va être en pi sur 2. Parce que si on fait le cercle trigonométrique, le cosinus θ, il s'annule en pi sur 2. Du coup, on va diviser par 0. Enfin, ça va tendre vers quelque chose comme si on divisait par 0. Donc, tout ça, ça va tendre vers plus ou moins l'infini en fonction du signe de sinus. Sinus ici, entre 0 et pi sur 2, c'est positif. Parce qu'on est dans cette partie-là, c'est positif, le sinus. Donc, on a quelque chose qui va vers le haut. Donc, quelque chose comme ça. Hop. Et après, quand on passe pi sur 2, sinus est négatif. Du coup, à cet endroit-là, on va aussi avoir une divergence. Et on sait qu'en pi, sinus vaut 0.
Donc on va avoir quelque chose comme ça. Et pareil, quand on sera en 3π sur 2, en 3π sur 2, le cosinus va s'annuler, le sinus sera positif. Donc on aura ça. Et ensuite, on va aller jusqu'à 2π parce que vu qu'on sait que cette fonction-là va être 2π périodique et celle-là aussi, il nous suffit de regarder les égalités pour 2π parce que là, on a aussi une 2π périodicité de l'angle. Donc en fait, on va avoir finalement que 2 angles à la fin dans tous les cas, dans tout ça. On a aussi ça, etc. avec les asymptotes. Voilà, maintenant, tracer cette fonction-là. Donc ça, on sait que quand sinus va s'annuler, enfin sinus va être au plus bas, il va être en -1. Donc ça, on aura 0. Donc toujours, ça sera supérieur à 0. Et quand sinus sera le plus haut, on sera à 2. Du coup, en fait, ça va être quelque chose qui va être centré autour de... Ça va être un sinus, en fait, centré autour de oméga carré A sur G. Et qui va avoir pour valeur maximale oméga carré A sur G. Pourquoi? Parce que, tout simplement, en fait, on a rajouté 1 au sinus, on a rajouté oméga carré A sur G au sinus, et on a rajouté l'amplitude du sinus, oméga carré A sur G. C'est pour ça qu'il varie entre ça et ça. Donc au départ, le sinus en 0, le sinus vaut 0, donc là on a θ. En 0, le sinus vaut 0, donc on est pile à oméga carré sur G, et on sait que sinus est décroissant, enfin que sinus est croissant sur 0, pi sur 2. Donc on va avoir quelque chose, on sait qu'en pi sur 2, le sinus va être maximal, donc on va arriver à cette valeur-là asymptotique. Ensuite on décroît, on sait qu'en pi, le sinus s'annule, du coup on va retourner à cette valeur-là, hop, et après on passe en -1 à 3π sur 2. Moi j'ai pas mis mes gradations aux meilleurs endroits, et après on repasse à 1 ici, et etc., etc., etc. Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'entre 0 et pi sur 2, donc là ça va vraiment en 0, entre 0 et pi sur 2, on va avoir deux positions d'équilibre, celle-là et celle-là. Donc on sait à peu près où elles sont, quoi. On sait qu'il y en a une entre pi et 3π sur 2, une entre 0 et pi sur 2. Mais on n'en sait pas beaucoup plus que ça. Donc entre 0 et pi sur 2, ça veut dire que la première sera dans cette partie-là, entre 0 et pi sur 2, et la deuxième sera entre pi, donc pi c'est ici, et 3π sur 2. Quelque chose comme ça. On sait que les deux positions d'équilibre seront là et là. Voilà. C'est tout pour cet exercice. Donc les résolutions graphiques, ça arrive dans pas mal de cas, donc faut pas oublier d'y penser. Si vous n'arrivez pas à résoudre avec des positions, enfin si vous n'avez pas du tout à résoudre l'équation, faut penser à la résolution graphique. Ça peut vous apporter des points, c'est pas trop dur à faire, faut juste y réfléchir, se reposer les bonnes questions, et voilà. J'espère que cet exercice a été clair, que vous avez bien compris des choses, et à la prochaine. Donc n'hésitez pas aussi, mettez-moi des commentaires pour me dire à quel point c'était clair, s'il y a des choses à améliorer, vos retours sont hyper importants pour moi. Mettez des commentaires, des likes pour me dire tout ça. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien la chaîne.